Merci beaucoup. Alors, il faut que je monte sur scène, je pense. J'ai jamais vu une présentation aussi grande, donc je suis très ému. J'ai une grande gratitude pour Coréade, Macha, de m'avoir invité. C'est un énorme honneur pour moi de venir partager quelques réflexions. Comme ça a déjà été dit, 1000 premiers jours, là où tout commence. Alors ça fait un peu slogan, mais on va voir que ça a quand même du sens et surtout... moi, j'ai envie de partager surtout avec des questionnements avec vous plus que d'amener des choses sur la base d'évidences scientifiques. Alors d'abord, on parle beaucoup des 1000 premiers jours depuis 2 ans. Qu'est-ce que c'est et c'est quoi les enjeux? J'ai entendu effectivement, c'est très joli cette notion de trajectoire des individus et comment étayer cette trajectoire. On va très vite voir que c'est un enjeu vraiment sociétal, que ça dépasse la pure santé comme on a l'habitude de l'appréhender. Alors tout a commencé dans cette nouvelle façon de voir les choses par une intuition géniale d'un épidémiologiste anglais qui s'appelle David Barker et qui a posé d'abord l'hypothèse de Barker. Savoir que c'était tellement révolutionnaire ce qu'il avait amené que dans le premier congrès, il paraît que quand il est arrivé, on lui avait même pas mis un badge. Il avait un badge de technicien tellement la communauté scientifique rejetait complètement cette idée qui est assez simple, c'est une intuition très ancienne en fait, qui est de dire que les événements adverses vécus par la femme enceinte et pas seulement par l'individu, donc avant même que l'individu soit né, et ensuite par ce petit enfant qui arrive, auront une influence sur le développement de l'individu en gestation, donc dès la période de la grossesse, et on va le revoir, tout au long de sa vie. C'est ce que vous venez de dire, et c'est ça qui nous intéresse particulièrement, en plus évidemment de la santé immédiate, j'allais dire, de la maman et du bébé à l'accouchement. Et donc cette force de l'hypothèse qui, toutes les études aujourd'hui, les cohortes qui sont menées dans le monde viennent étayer cette hypothèse. Donc on pourrait peut-être dire quand même que c'est plus tellement une hypothèse aujourd'hui. Mais vous voyez que ça date, alors je sais pas si vous voyez, mais ça date des années 80 en fait. Donc c'est pas si vieux, et c'est quand même une petite trentaine, quarantaine d'années maintenant. Non seulement il a parlé d'un lien de causalité, donc il a étudié en fait les petits poids de naissance et il a regardé ce qu'étaient devenus ces enfants qui étaient nés avec un retard de croissance intra-utérin à l'âge adulte, et il s'est rendu compte qu'en fait il y avait un taux de mortalité par pathologie cardiaque particulièrement important chez ces personnes qui étaient nées d'un petit poids. Et à ce moment-là, il a posé cette hypothèse, et aujourd'hui on sait qu'effectivement ce qui s'est rajouté à cette hypothèse, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle un effet dose, c'est-à-dire que plus on vit des événements adverses, plus le risque de développer des maladies chroniques ou des comportements, on parle aujourd'hui d'addiction, on parle de violence, donc tous ces comportements qui finalement, on va y revenir, témoignent de quelque chose et qui sont particulièrement liés à ces événements adverses. Et puis ça a été étayé par des revues scientifiques, ici le Lancet, qui a fait plusieurs revues jusqu'en 2016, a montré à la fois... ça revient, ok. Donc, et qui a montré plusieurs choses, mais que ils ont commencé d'abord à regarder l'influence de la nutrition de la maman sur le bébé. Et donc à partir de là, l'UNICEF a déclaré que les premiers moments comptent, on en sait suffisamment pour agir, et il n'y a plus de temps à perdre, il faut développer des politiques favorables à la famille. Ça va ? Okay. Je peux chanter une chanson si vous voulez. Alors, pourquoi je parle d'emblée de la famille? Donc vous verrez, quand les diapos vont venir, vous allez voir, ça va être lumineux. En fait, en 2020, donc c'est assez récent, voilà. En 2020, l'OMS a proposé un cadre sur lequel on travaille beaucoup à Santé publique France, et on échange beaucoup avec eux, qui s'appelle le Nurturing Care. Alors, je suis désolé, on n'a pas encore trouvé une bonne traduction en français, donc je lance un concours aujourd'hui, si vous trouvez. Parce que Nurturing Care,
Vous allez voir que tout, je le dis tout de suite comme ça, c'est fait. En fait, je vais parler d'amour pendant tout le temps, mais on ne peut pas vraiment le dire parce que c'est pas très scientifique. Mais en fait, mais vous allez voir qu'il y a des scientifiques qui ont osé parler de la biologie de l'amour. En réalité, ce qui a été vraiment montré par la science, c'est l'impact du soutien dans le développement du bébé du milieu familial. Donc évidemment, comme c'est écrit ici, hein, bien qu'ils ne soient pas les seuls à avoir une influence sur le développement, ils vont quand même jouer un rôle central. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que finalement, nous nous développons en tant qu'individus par l'interaction avec l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les organismes vivants. Si on était des organismes fermés, en fait, on mourrait. Ça, c'est la physique qui nous le dit. Donc, c'est assez connu dans les théories physiques du développement des organismes. Donc dans le monde vivant, il faut qu'il y ait un peu ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire de l'imperfection, pour pouvoir avoir une interaction et influencer sur notre génétique, ce qu'on appelle l'épigénétique, je vais y revenir. Donc on sait que, du coup, quand on sait l'importance des interactions parentales, on voit tout de suite ce que ça met comme pression sur les parents, donc, ce qu'on appelle le stress parental. Donc je suppose que beaucoup de gens vont sortir de la salle en courant, que c'est terrible cette histoire, parce qu'effectivement, on sait que devenir parent, c'est un des rôles sociaux les plus exigeants à tous les niveaux. Donc chaque fois que je parlerai, là, on parle à tous les niveaux, physique, intellectuel, psychique, émotionnel, et surtout qui nécessite un engagement et un engagement important. Et donc c'est là où on a une tension terrible entre comment on va soutenir et déstresser et aider à réduire le stress et en même temps soutenir l'engagement, parce qu'un bébé, si on s'en occupe pas, il meurt. Donc c'est pour ça que l'OMS a parlé de soins nécessaires. Et pourquoi on parle des 1000 jours, c'est une période, on parle souvent de vulnérabilité, mais c'est aussi une grande période d'opportunité, parce que c'est là où il y a le bouillonnement le plus important. Les scientifiques prennent ce terme de bouillonnement, le bouillonnement notamment au niveau cérébral. C'est à ce moment-là que les organes essentiels se développent le plus rapidement et qui vont donc impacter sur ce qu'on appelle la programmation des organes tout au long de la vie. Je vais y revenir aussi. Et puis, c'est vraiment cette croissance spectaculaire du cerveau à ce moment-là. Et les connexions, en fait, ce qu'on appelle la neurogénèse, elles vont se former aussi avec l'interaction. Donc c'est l'interaction du bébé avec son environnement, avec les expériences in utero, donc vécues par la maman, ce que Boris Cyrulnik appelle le malheur de la mère sur le négatif. Mais vous allez voir qu'il y a aussi du positif qui influence. Et donc on a de plus en plus de connaissances sur ces facteurs environnementaux. Et plus on a des connaissances, plus c'est angoissant. Donc il va falloir qu'on travaille à réduire en permanence pour arriver à quelque chose de cohérent et d'opérant. Et puis, on s'est rendu compte aussi que l'environnement social, et je vais y revenir aussi, une des grandes adversités, c'est quand même la pauvreté. Il y a de plus en plus de papiers qui sont ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le bouillonnement ? Vous avez ici une courbe, alors en jaune, je ne sais pas si je... Est-ce que vous voyez la flèche ? Non, pas du tout. Donc en jaune, enfin en bas, au début c'est les mois et ensuite c'est les années, et vous avez le développement cérébral. Ce qui est intéressant à voir, c'est que le bébé se prépare déjà à être un être social avant même de sortir. C'est-à-dire que toute la sensorialité est développée. Et j'ai pas résisté à vous mettre ici à droite. C'est une étude qui vient de sortir. Peut-être certains l'ont vu passer. Qui est absolument incroyable. C'est la première fois qu'on a réussi à filmer. On savait que le bébé réagissait à ce que la maman mange, mais on n'avait jamais vu son visage. Et en fait, vous avez ici les réactions faciales qui grimacent quand la maman a consommé du cal, cette salade là, vous savez, qui est pas très, enfin personnellement, bref. Et j'aurais fait la même tête. Et puis quand en bas, vous avez, donc à gauche c'est la réaction de base, le bébé qui n'a pas d'expression, et à droite vous avez, quand en fait il fait la gueule parce que c'est amer le cal, et quand sa maman mange de la carotte, il est content parce que c'est sucré. Donc vous voyez que les choses se déterminent assez tôt. C'est un exemple qui montre que voilà, en fait, le bébé il reçoit déjà plein d'informations. Il reçoit de l'information sur ce qui est vécu à l'extérieur, comme si il se préparait un petit peu à l'ambiance qu'il allait trouver à l'extérieur.
Alors ici, je l'adore. Moi, c'est quelque chose que j'avais affiché dans mon bureau pour mon équipe pour expliquer que quand j'ai dépassé 50 ans, il fallait que je fasse beaucoup plus d'efforts pour les comprendre. Donc je vous invite à méditer sur cette... C'est quoi? C'est la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité du cerveau à changer en réponse à l'expérience. Donc vous voyez que quand il est bébé, donc je pense que vous allez commencer à regarder, repérer votre âge, là je vois des yeux. Détendez-vous, hein, tout est possible, on peut récupérer. Hein. On peut récupérer au prix d'un effort. Donc vous avez la courbe verte qui est effectivement la capacité du cerveau à répondre à l'expérience. Vous voyez, à partir de 25-30 ans, déjà, on a plus de mal. Il faut qu'on donne un effort supérieur pour pouvoir modifier. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas quand je faisais mes études de médecine, c'est que toute la vie, en fait, on peut continuer cette neurogénèse, développer son cerveau, et on le sait maintenant dans tous les programmes, notamment pour prévenir la perte d'autonomie. Alors ici, puisqu'on est dans le sujet de l'addiction, vous avez des photos de cerveau en fonction de l'âge et de la maturation. Moi, j'aime beaucoup ça parce que ça montre, en gros, que il faut du temps pour maturer. Je pense que vous êtes des professionnels, vous savez à quel point il faut du temps pour qu'on crée la confiance. Il faut du temps à peu près dans tout. Il faut du temps dans la maturation. Et donc, les zones bleues sont les zones matures et les zones moins bleues sont les zones immatures. Et en fonction des âges, vous avez ici... à droite jusqu'à l'âge de 20 ans. Et les images sur la droite vous montrent qu'à l'âge de 12 ans, on commence à avoir ce qu'on appelle l'élagage. C'est-à-dire qu'il y a eu une neurogénèse, on développe des synapses, c'est-à-dire des connexions nerveuses. Et puis il commence à y avoir l'élagage, c'est-à-dire de tout ce dont on ne se sert pas, en fait, le cerveau y trie. Donc là aussi, ça donne des pistes, des clés de compréhension sur... qu'est-ce qu'on pourrait, quand on a envie de développer quelque chose, c'est plus facile de le faire avant cet âge-là. À l'âge de 16 ans, c'est sans doute l'âge, selon les chercheurs, qui serait le plus sensible aux effets des drogues. Parce qu'il n'est pas encore complètement maturé, notamment sur les questions de gestion des émotions. Et c'est ce qui peut être troublant dans l'adolescence. Et donc, ce que je disais tout à l'heure en aparté, c'est intéressant de prévenir les parents que leurs enfants vont devenir adolescents avant qu'ils le deviennent. Petit silence. Parce que ça va être une période perturbée. Et c'est bien, idéalement, ça c'est des propositions, hein, de prévenir les enfants aussi qui vont avoir l'adolescence. C'est pas mal. Parce que c'est normal, en fait, qu'ils aient des problèmes de gestion des émotions. Le problème, c'est que dans l'expérience, c'est difficile à vivre. Et à 20 ans, il semblerait que dès l'âge de 20 ans, en fait, on commence à être moins sensible. Bon, c'est des études qui posent ces hypothèses-là, donc moins sensible à l'addiction, parce que c'est plus difficile, vous avez vu, c'est plus difficile d'aller modifier les circuits neuronaux. Donc les choses se jouent très très vite. Hein, donc la prévention, probablement, il faut aller très tôt. Là, c'est pour redire d'une autre manière à quel point ces différents modèles, maintenant, c'est juste pour vous montrer qu'il y a beaucoup de recherches autour de ça, mais de retenir que le développement précoce du cerveau, il est très sensible aux interactions humaines. Et là, je vais passer quelques instants là-dessus parce que c'est vraiment passionnant. Avec les personnes signifiantes, vous connaissez, c'est ce qu'on appelle la figure d'attachement. Donc, en général, il y a une figure d'attachement principale, souvent la maman. Figure d'attachement secondaire, non pas secondaire en importance, je vois qu'il y a quelques hommes ou quelques partenaires, mais secondaire parce que ça vient dans un second temps. Et vous savez qu'un bébé, il peut pas avoir trop de figures d'attachement. Donc, et sinon, il sait plus à quoi ça sert une figure d'attachement. C'est avoir une base de sécurité qui lui permet d'aller explorer le monde. Donc, il a besoin d'avoir ces interactions humaines extrêmement chaleureuses, d'où cette idée de nurturing care. Et donc, c'est toute altération, on sait aujourd'hui que ça va avoir un impact sur différentes fonctions, sur la mémoire, parce que ça touche des zones du cerveau qui sont engagées dans la consolidation de la mémoire, la capacité d'apprentissage et la capacité de faire face au stress. C'est ce que Ruud Feldman, je vais revenir pour montrer un petit peu ses travaux, appelle le social brain, c'est la papesse de travaux sur l'ocytocine. Une autre personne vraiment très intéressante, c'est Sonia Luplin, qui est une des plus grandes chercheuses sur le stress humain, qui a fait une revue de la littérature sur les effets du stress humain tout le long du développement, donc tout le long de la trajectoire depuis le bébé jusqu'à la vieillesse. Et elle a regardé notamment la période prénatale. Et donc, elle a pu me montrer que l'exposition à un stress chronique maternel, je vais revenir sur ce qu'on appelle le stress chronique, peut avoir un impact sur les structures du cerveau, donc on vient de le voir,
qui vont être impactés dans les fonctions cognitives et la santé mentale, de manière générale. Mais attention, ces effets dépendent de deux choses, la durée d'exposition et l'intensité. Donc si vous avez perdu vos clés, que vous êtes enceinte, il n'y a aucun problème. Donc on se détend. Mais par contre, si on vit dans des conditions précaires, si on vit dans un climat de violence, parce que l'adversité a été définie, hein, c'est des abus sexuels, c'est un divorce difficile. Donc il y a tout un tas une liste de ce qu'on appelle les événements adverses. Donc c'est pas n'importe quelle autre chose. Et puis notamment l'équipe de Toulouse que vous connaissez sans doute, de Cyril Delpierre, a travaillé sur ce qu'on appelle la charge allostatique, c'est-à-dire l'usure du système biologique de l'individu en fonction des conditions sociales et donc notamment la précarité sur l'état de santé à l'âge adulte. Encore une fois, c'est un pari qu'on fait pour essayer de réduire en fait les facteurs de risque de survenue des maladies chroniques à l'âge adulte. Donc juste un mot sur le stress. Vous avez ici le stress positif, c'est celui que j'ai eu en arrivant. C'est-à-dire je suis un petit peu de trac en montant sur scène. Donc on l'a tous et il est très positif. Et donc c'est important qu'un bébé ait du stress positif, hein. Le stress tolérable, c'est celui qu'on est capable de gérer parce qu'on est capable de mobiliser nos ressources qu'on a développées, qui se sont développées toutes seules, ou on est capable de faire appel à un entourage en qui on a confiance. Le stress toxique, c'est quand on n'a pas la possibilité de mobiliser ses ressources ou qu'on n'a pas la possibilité de faire appel à un entourage. Et donc c'est ce stress-là, lorsqu'il dure, qui peut avoir un effet ou des effets sur l'organisme quand la maman est enceinte. Et donc il peut être lié notamment, vous voyez, avec toute une série de situations, de pathologies. Moins d'expérience d'accouchement optimale, c'est intéressant parce que vous savez tous les travaux qui sont faits pour essayer de réduire le stress avant l'accouchement. La dépression périnatale, je viens de parler de la qualité d'attachement, moins de disponibilité, donc du coup un attachement plus compliqué, plus insécure peut-être. Plus de négligence et d'abus infantiles. À chaque fois qu'on va en fait abîmer la disponibilité de la maman, on va ensuite avoir tout un cortège d'effets. C'est un petit peu une hypothèse de travail. Des troubles de l'attention, de l'hyperactivité chez l'enfant, bien sûr, parfois potentialisés par les effets du tabac, de l'alcool, que vous connaissez bien. La bonne nouvelle, alors on sait que une des raisons, c'est parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les catécholamides, le cortisol, qui sont les hormones les plus sécrétées lorsqu'on est dans des situations de stress et donc d'intensité, passent un petit peu, même assez, on parle de 20% de la barrière placentaire. Donc la barrière placentaire qui, d'habitude, vient protéger le bébé de tout un tas de toxiques, ici ne le fait pas bien. Mais par contre, ces effets s'estompent d'une manière extraordinairement rapide si on met en œuvre tout de suite des soins intensifs à la naissance du bébé. Et c'est tous les travaux qui ont été faits en néonatologie qui peuvent le montrer. Autre chose qui est très important, c'est cette notion que non seulement dans les 1000 premiers jours, on va travailler sur ce que peut être la trajectoire de l'individu qui naît et qui va se développer en tant qu'adulte, mais on va travailler aussi sur les générations qui vont venir après, parce qu'on travaille sur la génétique et le capital génétique. Michael Meany, qui est un des grands chercheurs, vous avez sa photo ici, a travaillé sur ces notions de transmission intergénérationnelle et a montré comment ça modifiait des gènes en lien avec tout le système de réactivité au stress. Je ne rentre pas dans les détails, j'ai pas le temps, mais je suis à votre disposition s'il y a des questions. Et puis, Rachel Yehuda, qui est une chercheuse américaine, a beaucoup travaillé sur les générations qui descendent des personnes qui ont subi l'Holocauste. Et notamment, il y a des travaux qui ont été faits au moment de la famine qui avait été organisée par les nazis en Hollande en 44-45 et qui a fait 20 000 morts. Mais surtout, ce qu'on a pu montrer, c'est que ça avait changé les profils lipidiques et donc la manière en fait de se nourrir dans la descendance, avec des profils athérogènes plus tard, c'est-à-dire qui avaient des problèmes en fait d'athérosclérose, etc. Donc on voit que la réponse au stress, c'est un processus physiologique extrêmement complexe, c'est de plus en plus étudié et on voit à quel point c'est de plus en plus complexe.
Vous voyez, on parle de neuro-endocrino, psycho, immuno, on peut rajouter toutes les disciplines scientifiques. Comment ça marche? En fait, dès qu'on sent une menace, par exemple, là, s'il y a un lion qui rentre dans la salle, je suis sûr que ce sera très illustratif pour tout le monde. On va chacun avoir différentes manières. Il va y avoir ceux qui vont vouloir combattre le lion, ceux qui vont fuir, qui ont déjà repéré. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà repéré les sorties de secours. Donc, vous voyez qu'on a déjà une organisation, nous, qui nous permet en permanence, parce que nous sommes une espèce qui a besoin de survivre, on est hyper puissant dans ce système-là. Mais on peut aussi être sidéré. Donc, ça vous permettra un petit peu, quand vous êtes avec des collègues, dans votre famille, de voir un peu comment les gens réagissent. Je plaisante. Par contre, cette réactivité, c'est ce qu'on appelle le pilote automatique. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et donc, tout le travail va être de le reconnaître, d'y mettre de la réflexion et de pouvoir répondre de manière adaptée. Donc, vous voyez que si on a une altération de la capacité à ressentir ces signaux, alors on va être en plus grande difficulté pour pouvoir comprendre ce qui se passe, réagir de manière proportionnée. Je prends l'exemple des pleurs du bébé et vous comprendrez très bien ce que ça peut faire quand en plus on a affaire à une personne qui a des problèmes avec une addiction. Et donc il va y avoir chez l'enfant par exemple, une fois qu'il est né mais qu'il n'est pas encore mature, vous avez vu qu'il faut du temps pour qu'un enfant mature au niveau cérébral, ça va se traduire par des perturbations. Donc, du fait de ces perturbations de l'architecture cérébrale, ça va se traduire par tout un cortège, encore une fois, d'augmentation de risque des maladies liées à ces stress. On parle beaucoup de maltraitance. La négligence est sans doute la maltraitance la plus fréquente et donc la plus pourvoyeuse de ce type d'effet sur les enfants, avec une aggravation chez les enfants qui vivent dans des situations de grande précarité. Puisque plus les stress sont multiples, plus l'organisme est soumis en fait à une pression plus forte. Et ça va, vous avez compris maintenant, si vous ne l'aviez pas compris avant, ça va durer jusqu'à l'âge adulte, ça va déterminer, on parle de programmation de toute cette axe, et on sait aujourd'hui, il y a des travaux qui montrent que cette programmation, en fait, elle s'engage dès la vie fœtale. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que va vivre la mère, il va déjà avoir commencer à y avoir des premiers effets sur les possibilités d'organisation de ce système dès la vie fœtale, en période tardive de la vie fœtale. Donc c'est ce qu'on appelle, lorsqu'un enfant est soumis à des traumatismes, à des violences, à des négligences, la consolidation de la mémoire traumatique. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, il va y avoir des difficultés de gestion sur la gestion des émotions, plus irritables, plus anxieux, et ça va durer longtemps. Des altérations des capacités à la régulation émotionnelle. C'est très tôt dans l'enfance, les enfants qui vont avoir des troubles de la gestion émotionnelle peuvent trouver leur source dans ce qui s'est passé chez la maman, dans la vie qu'a vécue la maman pendant la grossesse. Et également des plus grandes difficultés, ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences psychosociales. C'est toutes ces capacités que l'on a de manière naturelle et qui vont maturer avec l'enfance, à s'adapter aux situations, à répondre de manière la plus appropriée, à prendre des décisions, à négocier, à décider, etc., etc. Et donc, pour enfoncer encore le clou, il y a eu... Ici, c'est une méta-analyse, qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse sur de très nombreuses études, là, pour avoir une puissance statistique et vraiment démontrer des choses, là, sur plus de 20 millions de personnes aux États-Unis, qui insistent sur l'impact sur la mortalité, mais aussi sur la morbidité, c'est-à-dire tout un tas de maladies comme les maladies cardiaques, le cancer, les suicides, mais aussi des comportements, notamment l'augmentation des infections sexuellement transmissibles, mais aussi la consommation de drogues illicites, de tabagisme sans notoriété. Et vous voyez que c'est des choses qui sont maintenant bien ancrées et qui fondent les plans de prévention de différents pays. Vous savez, par exemple, aussi aux États-Unis, ils disent que si on travaille sur la prévention des événements adverses dans l'enfance, on peut économiser 20 millions de cas de dépression, près de 2 millions de cas de maladies cardiaques, etc., etc. Mais aussi, vous voyez à droite, tout ce qu'on peut réduire en termes de comportement
qui ne vont pas être entre guillemets bénéfiques à l'individu. Bon, là, je vous ai montré la face sombre de l'affaire. La face positive, c'est que, évidemment, ça aussi, c'est une intuition, mais c'est important que les chercheurs le démontrent. C'est un peu l'idée de la science. C'est que des expériences vécues, des expériences positives vécues dans l'enfance, et là aussi dès la grossesse, vont avoir des effets très tardivement à l'âge adulte. Et je vais y revenir. Donc l'idée, c'est évidemment, là j'ai parlé beaucoup de l'individu, de l'interaction avec l'environnement. Donc effectivement, on voit bien que ce qui peut être une stratégie intéressante, c'est de travailler sur les environnements pour rendre favorables, encore une fois, des capacités qui sont, entre guillemets, programmées biologiquement. Et que l'intérêt ici pour nous, en professionnels de santé publique, c'est de voir comment on peut soit réduire l'altération de ces trajectoires, soit réparer l'altération de ces trajectoires. Et donc, comment on peut accompagner. Et donc, effectivement, il y a 2 grands champs dans la prévention. Il y a réduire les facteurs de risque, c'est des choses qu'on connaît bien, mais il y a renforcer les facteurs protecteurs, ce que nous amènent vraiment ces données-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mieux connaître ce que c'est que des besoins fondamentaux d'un individu, dès l'âge adulte, je vais revenir rapidement, dès l'enfance, le bébé et ensuite chez l'adulte. Et c'est pour ça que ici à Harvard, le centre de l'enfant en développement a montré que effectivement l'individu interagit avec son environnement, mais surtout ça agit sur l'ensemble du développement de tout l'organisme et de tous ses organes. Donc les 2 enjeux majeurs, comme je viens de le dire, c'est vraiment de préserver les trajectoires, ce qu'on pourrait appeler la réalisation du capital, c'est-à-dire comment on permet à un individu de devenir un individu épanoui et qui va vivre singulièrement sa vie, ou de repérer ce qui pourrait être réparé et d'apporter ce qui est possible de réparer. Donc ça, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste un des cadres sur lesquels on travaille et qu'on a travaillé avec le centre d'Harvard. Simplement pour la grande brique là, à droite, c'est la trajectoire de l'individu. Là, la première brique, c'est tout ce dont je viens de parler. Et donc, finalement, on pourrait résumer les grands principes de déterminants de la santé en 3 grandes choses qui seraient de développer des environnements physiques, chimiques, et donc de diminuer l'interaction des toxiques, on va dire, avec l'individu, et à offrir une certaine sécurité. Une nutrition adaptée, évidemment, c'est une évidence, mais aussi ce qu'on appelle des environnements relationnels stables, réceptifs, assurant la sécurité affective et relationnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez ici le cadre qui avait été proposé dans la loi pour la protection de l'enfance, dans la démarche de consensus, qui montre les différents besoins fondamentaux de l'enfant. Donc le besoin d'identité, le besoin d'estime de soi, de confiance en soi, d'explorer le monde, etc. Et tout le monde s'est accordé pour dire, mais finalement, pour pouvoir développer et satisfaire tous ces besoins, il y a ce qu'on appelle un méta-besoin. C'est-à-dire que tout ça ne peut se faire que s'il y a une sécurité. Donc on appelle ça le méta-besoin de sécurité, qui est le premier besoin fondamental de tout individu. Pourquoi? Parce que tout ce que je viens de dire avant, si on ne se sent pas en sécurité, on se sent menacé, et vous avez vu l'explosion que ça peut faire en termes de réaction. Et donc ici, on voit que la maltraitance à enfants, la violence à enfants est un des grands déterminants qui viennent stimuler ce système de survie, et la négligence est la plus fréquente. Donc c'est difficile à dépister. Et donc là j'en viens au rôle de l'adulte, qui va, ce que les Anglais appellent le caregiver, donc ça peut être le plus souvent c'est la maman, le papa, mais ça peut être tout adulte en fait, en charge d'un enfant. Il va être activé, l'adulte, pour pouvoir répondre à ses besoins fondamentaux par les signaux de détresse, singulièrement les pleurs chez le bébé, c'est assez classique, ou de vulnérabilité. Il va falloir, donc cette réponse est très exigeante. Il faut un engagement, on appelle ça un engagement affectif, de la disponibilité, de l'accessibilité, de la proximité physique et psychologique avec le bébé, et comprendre que tout ça peut être influencé par sa propre histoire. Et donc ce qu'on appelle la fonction réflexive parentale, c'est quelque chose qui est très important à travailler, c'est comprendre en quoi nos comportements sont déjà conditionnés pour essayer de rompre des cycles intergénérationnels qui ne vont pas être très opérants pour le bébé.
Donc là, j'ouvre des grandes armoires, hein, ou je sais pas comment on peut les appeler, mais c'est des mondes finalement, puisque on imagine. Donc c'est très stressant quand je le dis comme ça, mais vous allez voir, c'est vachement intéressant. Donc ici, c'est Ruth Feldman qui a publié il y a très récemment, c'était il y a 2 ans, une publication. Moi, je l'ai relue, je sais pas combien de fois. Je crois que j'ai toujours pas bien compris à quel point c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a étudié comment. Donc vous avez ici, il y a 3 grands groupes des bébés qui sont nés à terme, des bébés qui sont nés prématurés, qui ont bénéficié des soins kangourous, vous savez, notamment le pot à pot, vous connaissez tous ça. Et puis ceux qui ont bénéficié de soins standards, c'est-à-dire en couveuse et beaucoup moins de proximité, donc ça dès l'enfance. Et puis elle a regardé jusqu'à l'âge adulte, elle a suivi des cohortes jusqu'à l'âge adulte, et elle a étudié ce qu'elle a appelé donc les interactions chaleureuses. Bon, c'est la papesse de la biologie de l'amour, elle assume complètement, hein, Biology of Love, vous tapez Ruth Feldman et vous allez trouver des travaux, des conférences absolument magnifiques. Mais ce qu'elle a démontré, c'est que, alors vous voyez évidemment, d'abord c'est la proximité avec le corps, et puis ensuite c'est le dialogue, c'est la discussion avec l'adolescent, avec l'enfant, c'est les jeux. Donc évidemment l'interaction change, c'est une évidence avec l'âge, mais elle a pu étudier en quoi les relations avaient une interaction sur la capacité en fait à le jeune adulte à entrer dans des relations empathiques avec les autres. Ce qu'elle a pu montrer, c'est ce qu'elle appelle la synchronie, c'est-à-dire que on a l'impression comme ça que c'est finalement mission impossible de s'occuper d'un bébé, mais en fait ce qui se passe, ce que d'autres chercheurs appellent le serve and return, c'est-à-dire que lorsqu'on répond en fait aux signaux de détresse du bébé, ses besoins sont satisfaits et il y a une boucle d'empathie qui va faire que l'adulte va se sentir bien. Donc il va y avoir une forme de satisfaction, et elle a pu démontrer que ça, en fait, le substrat biologique, c'était la sécrétion d'ocytocine et la synchronie de sécrétion d'ocytocine, non seulement entre l'adulte et le bébé, mais entre adultes qui s'occupent du bébé. Donc, je vous laisse découvrir ces travaux. Mais les parents donc apprennent à devenir parents. Donc là aussi, en termes de pression, on se détend. Une maman qui accouche, elle n'est pas maman, c'est une femme qui accouche. Il va falloir qu'elle ait confiance en fait dans l'entrée à la rencontre du bébé, et je dirais ça va se faire, quoi. Ça va se faire à condition qu'il y ait de la disponibilité, qu'il y ait du soutien quand on est fatigué, etc., etc. Vous avez compris. Ça va dépendre des environnements. Donc si l'environnement n'est pas favorable, ça va d'autant plus dégrader sa capacité à obtenir ce résultat-là. Ce qui est intéressant, c'est le travail sur les papas. On parle beaucoup du papa, la place du père, le rôle du père, c'est quoi? C'est exactement la même chose. Si le papa ne fait que jouer avec le bébé, ça va être un papa qui joue avec un bébé. Si le papa fait exactement l'ensemble, la variété, la diversité, et avec intensité, va s'occuper du bébé, donc répondre, ce fameux care, là, alors il va avoir les mêmes niveaux que la maman en termes de synchronie. Donc ça, c'est important aussi parce que je trouve que c'est assez intéressant lorsqu'on parle beaucoup de culpabilité, de place, etc. Mais il faut y aller, il faut travailler, il faut interagir. Et les choses vont bien se passer. Donc si je devais résumer là, par rapport, je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que moi je pourrais rester jusqu'à ce soir, mais il faut m'arrêter. 5 minutes, super. Enfin super, il va falloir que je m'organise. Mais le message là, il est vraiment, pour moi, à ce stade-là, et vraiment le message que j'ai envie de vous passer, c'est que vous avez compris. Pour pouvoir répondre aux besoins d'un bébé, c'est finalement lui offrir la sécurité. Donc pour lui offrir la sécurité, il faut que l'adulte soit sécurisé. Ça va ça ? Souvent, qui c'est qui sécurise? Ça peut être l'entourage, mais c'est souvent vous, les professionnels, qui allez sécuriser. Donc vous, si vous devez sécuriser quelqu'un, vous avez besoin d'être sécurisé. Ça va? Donc s'il y a des gens qui sont chargés des organisations, des institutions, grand message, faut prendre soin des gens qui prennent soin des autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça? Vous avez compris, c'est le système de l'ocytocine. C'est-à-dire que les besoins fondamentaux dont j'ai parlé chez le bébé, c'est quoi chez l'adulte? Besoin de sécurité, le besoin de connexion à l'autre, et de manière sympathique, empathique, ce que vous voulez. On n'aime pas les gens qui nous agressent. C'est pas très agréable. Je pense pas que, ou alors il y a des pathologies pour ça.
Mais le troisième besoin, ce que certains appellent la satisfaction d'être. La satisfaction d'être, c'est finalement le produit de tout ce qu'on vient de voir, de la trajectoire qui permet à un adulte de devenir ce qu'il est et de vivre ce qu'il a à vivre. Et du coup, pareil, il va retrouver des niveaux d'ocytocine très hauts. Et donc, c'est ça qu'on appelle la satisfaction d'être. En d'autres termes, ça peut s'appeler la maturité. En gros, si on n'est pas le même à l'extérieur qu'à l'intérieur, si j'ai des événements de quelqu'un qui a 50 ans, mais que j'ai 22 ans dans ma tête, c'est ça qu'on appelle le stress, en fait. C'est-à-dire ce malaise qui est produit par la différence entre les ressources que je dois développer pour faire face à un événement et les ressources dont je dispose. Ça va, ça? Donc, si vous avez retenu ça, je serais super content. Et donc, une des façons de faire, c'est la stratégie sur laquelle on travaille à Santé publique France, c'est effectivement de voir comment on peut renforcer les relations soutenantes dont je viens de parler, renforcer les compétences psychosociales. Moi, je suis pas très à l'aise avec le terme, je préfère le terme anglais qui est les habiletés de vie, mais peu importe. Et donc, voir comment on peut réduire l'impact du stress toxique. Alors, je reviens sur... donc ça, c'est plutôt le cadre qui est destiné aux professionnels. C'est le même cadre tout à l'heure, vous trouverez sur le site de l'OMS. Ça s'appelle le cadre des soins attentifs. Et donc, il y a des documents en français qui vous aident à réfléchir sur ces différentes dimensions de la manière de répondre, de comment on peut promouvoir l'apprentissage précoce et comment on peut soutenir la santé mentale. Alors, j'aurais tellement de choses à dire qu'il faut que ça je l'ai déjà dit. Donc un autre message, c'est comment on fait pour pas augmenter la pression sur les parents une fois que j'ai dit tout ça. Donc je vous rassure, je présente pas ça aux parents. Ou pas comme ça, je le fais plus sympa. Donc je vous passe, mais vous connaissez ça par cœur et ça a été un peu dit dans les discours d'introduction, hein, comment on accompagne, et ça je pense qu'il y aura d'autres choses. Je voulais juste terminer pour vous montrer. Donc nous, on a commencé à travailler il y a quelques années là-dessus. On continue à essayer d'améliorer ça sur un site internet. C'est très difficile, je trouve, de faire un site internet parce que c'est plat, c'est pas interactif. On n'est pas derrière les gens, on sait pas ce qu'ils voient, on sait pas ce qu'ils comprennent. Donc nous, on sait ce qu'on veut dire. Et la distance entre ce qu'on veut dire, moi, ça me procure un stress terrible. Bref, ça, c'était une campagne où, justement, on a essayé de jouer plus sur l'entourage. Vous connaissiez bien la zéro alcool, Macha, qui est là, pourrait vous en parler. Là, c'était une façon complémentaire qu'on a travaillé avec les collègues, de voir comment on pourrait plus mobiliser en emmenant un peu l'entourage pour changer un peu ces environnements-là. Ça avait très bien marché. Bon, ça, c'est d'autres choses qui sont moins sur l'addiction, mais qui sont sur diversification de l'air, toujours avec cette idée. Et puis, c'est la campagne qui est en train de passer en ce moment, qu'on rediffuse sur, justement, la question était, est-ce que faut donner des conseils aux mamans, aux parents, les 1000 jours, vous avez vu comme c'est complexe, et donc on s'est dit, déjà, il y a beaucoup de questions, normalisons le fait que c'est normal d'avoir des questions et pas forcément les réponses. Et que, encore une fois, dans l'idée que ça va se construire, et ensuite, juste pour finir, et là j'en ai terminé, on développe aussi, on essaie de repérer des interventions pour venir étayer de manière la plus précoce les plus vulnérables. Donc ici, par exemple, certains connaissent ça, c'est une intervention en PMI de prévention précoce à domicile qui s'appelle Panjo, c'est en cours de déploiement et qui vise effectivement à travailler sur les conditions d'attachement pendant la première année, et donc les puéricultrices et les sages-femmes vont à domicile et travaillent sur cette notion d'observation du lien et de voir comment on peut travailler avec les mamans, mais aussi les papas. Un autre programme qui est très innovant, maintenant il y a un DU à l'Université de Lorraine qui est basé sur la pleine conscience pour accompagner les couples. Donc il commençait à y avoir pas mal de publications très intéressantes sur la réduction de la peur de l'accouchement, sur la réduction du stress, sur la dépression périnatale. Il y a un autre programme pour les plus grands, que certains connaissent certainement, le programme de soutien aux familles et à la parentalité, qui a été évalué chez les 6-11 ans, qui permet aussi de travailler dans des quartiers difficiles, pour voir comment étayer à chaque fois dans cette idée de ce qu'on appelle l'universalisme proportionné, d'essayer de proportionner le soutien aux gens qui en ont le plus besoin. Et donc tout ça, ça s'est inscrit l'année dernière dans ce grand projet chantier qui continue sur les 1000 premiers jours. Je vous remercie beaucoup de votre attention.